Dans quelle mesure l'autorité judiciaire peut-elle être considérée comme la gardienne de la liberté individuelle? Quelques éléments d'introduction pour appréhender ce sujet. Il faut rappeler que cette idée selon laquelle l'autorité judiciaire serait la gardienne naturelle en quelque sorte de la liberté individuelle s'est affirmée très tôt dans la jurisprudence, notamment dans l'arrêt Hiller rendu par le tribunal des conflits en 1947. Et on retrouve cette affirmation à l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, qui nous dit que l'autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle, article 66 de la Constitution, que l'on désigne parfois comme étant l'équivalent français de l'habeas corpus anglais. Quelle est la portée essentielle de cette idée de protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire? Eh bien, c'est le droit d'être présenté à un juge pleinement indépendant dans l'hypothèse d'une privation de liberté pour éviter que les privations de liberté puissent être arbitraires. S'agissant de notre sujet, il y a, à mon sens, deux réflexions que vous deviez avoir, qu'il convenait d'avoir pour bien en déterminer les contours exacts. Il fallait bien reprendre les termes. D'abord, l'idée d'autorité judiciaire. L'autorité judiciaire doit se définir d'un point de vue constitutionnel de façon large, en ce sens qu'elle englobe non seulement les magistrats du siège, qui ont des garanties d'indépendance renforcées, notamment le principe d'inamovibilité, mais aussi les magistrats du parquet. Bien que les magistrats du parquet n'aient pas les mêmes garanties d'indépendance et qu'ils soient soumis au pouvoir hiérarchique du garde des Sceaux, ils font pleinement partie de l'autorité judiciaire au sens de la Constitution, au sens du titre 8 de la Constitution. C'est là une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, encore réaffirmée dans une décision QPC de 2017, USM, Union syndicale de la magistrature. Donc la notion d'autorité judiciaire devait vraiment être appréhendée de cette façon. Quant à la notion de liberté individuelle, eh bien c'est l'inverse. C'est plutôt une définition restrictive. Car la liberté individuelle, qui d'abord avait été définie de façon assez large en jurisprudence, par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui y avait rattaché la liberté d'aller et venir, le droit à la vie privée, et il avait même été jusqu'à y rattacher la liberté du mariage, eh bien le Conseil constitutionnel a fait en quelque sorte machine arrière pour revenir à une définition beaucoup plus stricte, beaucoup plus précise de la liberté individuelle, qui est simplement le droit de n'être pas arrêté ou détenu arbitrairement. Bref, il s'agit d'une protection contre des mesures privatives de liberté, et on distingue donc clairement les mesures qui sont seulement restrictives de liberté et les mesures privatives de liberté. Une fois qu'on avait fait ce travail de définition des termes du sujet, une autorité judiciaire appréhendée de façon large comme incluant les magistrats du parquet et du siège, une liberté individuelle dont on aura rappelé que sa définition a été évolutive mais qu'aujourd'hui elle est strictement appréhendée, il fallait bien sûr s'intéresser à la formulation de la question, le « dans quelle mesure », un « dans quelle mesure » qui renvoie finalement à deux questions. Quelles sont les implications d'abord de cette idée selon laquelle l'autorité judiciaire serait gardienne de la liberté individuelle, comment cela se manifeste juridiquement, mais le dans quelle mesure renvoie également à la relativisation du principe, à la relativisation de l'affirmation, c'est-à-dire aux limites de cette fonction, aux limites ou aux difficultés auxquelles se heurte cette fonction de protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire. Ces éléments posés, il me semble qu'il y avait deux grands axes ou deux grandes idées qui devaient être mises en exergue pour traiter le sujet. D'abord, la première idée, c'est l'idée de compétence. Dire que l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle, c'est ce qui va justifier une compétence de l'autorité judiciaire pour connaître, dans une certaine mesure, de l'action administrative. Et donc de faire de l'autorité judiciaire une sorte de juridiction administrative par dérogation au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. C'est donc l'idée d'une fonction de protection de la liberté individuelle fondant une compétence du juge judiciaire amenant à déroger ponctuellement au principe de séparation
des autorités administratives et judiciaires. La deuxième idée, c'est l'idée d'effectivité de la garantie. Quel est le degré d'effectivité de cette protection de la liberté individuelle? Et là, il fallait introduire l'idée d'une protection qui est en quelque sorte à géométrie variable, c'est-à-dire que le niveau de protection de la liberté individuelle va varier selon la nature de l'atteinte à la liberté individuelle et que si toutes les mesures privatives de liberté sont placées sous le contrôle de l'autorité judiciaire, eh bien le rôle de l'autorité judiciaire va varier selon la nature de ces mesures attentatoires à la liberté individuelle. Reprenons successivement ces deux idées. D'abord la question de la compétence. Il existe, on le sait, en droit français, un principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, hérité de la conception française de la séparation des pouvoirs dans la période révolutionnaire. Et ce principe de séparation des autorités administratives et judiciaires interdit en principe que les juridictions de l'ordre judiciaire puissent connaître de la légalité des actes administratifs et plus généralement de la légalité de l'action administrative. Alors on sait que ce principe de séparation connaît de nombreuses dérogations. Et notamment, il faut tenir compte des matières qui sont naturellement réservées à l'autorité judiciaire, et il en va ainsi, on l'a expliqué tout à l'heure, de la protection de la liberté individuelle qui entre dans les attributions naturelles de l'autorité judiciaire. Cela va conduire à deux choses. Premièrement, cela va permettre de fonder une compétence dérogatoire de l'autorité judiciaire pour juger de certaines atteintes particulièrement graves à la liberté individuelle commises par l'administration. C'est l'hypothèse de la voie de fait. La voie de fait, c'est une théorie qui justifie la compétence exclusive du juge judiciaire pour en réparer les conséquences et pour faire cesser la voie de fait. Il s'agit d'actes particulièrement illégaux, d'une illégalité particulièrement grave, pris par l'administration, et qui vont porter atteinte aux droits fondamentaux, justifiant alors la compétence du juge judiciaire. Or, précisément, s'agissant de cette théorie de la voie de fait, on a assisté à une redéfinition du champ de cette théorie dans l'arrêt Bergoend rendu par le tribunal des conflits en 2013. Aujourd'hui, la voie de fait ne sera constatée que si l'acte adopté par l'administration et qui est d'une illégalité tout à fait grossière, soit porte atteinte à la liberté individuelle, soit emporte l'extinction d'un droit de propriété. On parlait avant 2013 d'atteinte aux libertés fondamentales au pluriel. Le fait de passer à la notion d'atteinte à la liberté individuelle au singulier montre qu'on veut recentrer la compétence dérogatoire de l'autorité judiciaire sur son attribution naturelle, sur l'une de ses deux grandes attributions naturelles, à savoir la protection de la liberté individuelle à côté de la garantie du droit de propriété. Et le tribunal des conflits en a d'ailleurs précisé récemment la portée dans un arrêt rendu en 2018, un arrêt Gay contre agents judiciaires de l'État, s'agissant de la rétention de documents d'identité d'une personne par l'administration, au-delà du temps strictement nécessaire au contrôle de son identité et de la régularité de sa situation, eh bien, le tribunal des conflits a admis que cette rétention de documents d'identité était potentiellement attentatoire à la liberté d'aller et venir, mais que cette liberté n'entre pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution, de sorte qu'une voie de fait ne saurait être caractérisée. Donc on voit bien l'impact de cette jurisprudence Bergoend sur la voie de fait, qui est aujourd'hui une théorie tout à fait exceptionnelle, très difficile à mettre en œuvre. Deuxième point dans ce premier axe, toujours s'agissant de la compétence de l'autorité judiciaire, fondée sur la protection de la liberté individuelle, il faut évoquer le contrôle, la question du contrôle des mesures administratives ayant pour effet la privation de liberté, ce qu'on appelle les hypothèses de rétention administrative. Ces mesures, parce qu'elles sont des mesures administratives, qu'elles ont un caractère préventif, sont soumises au contrôle de la légalité administrative.
et donc au contrôle du juge administratif. Mais en même temps, ces mesures sont privatives de liberté. Elles ont le caractère d'une rétention. D'où la compétence concurrente ou parallèle de l'autorité judiciaire pour vérifier la nécessité de ces mesures. Et il appartient désormais de façon classique au JLD, au juge des libertés et de la détention, d'intervenir pour éviter que ces mesures de rétention administrative ne portent une atteinte abusive à la liberté individuelle. Cela se déploie dans deux grands domaines. D'abord, l'hospitalisation contrainte, qui est une mesure préventive de police administrative, mais qui est également une mesure privative de liberté, raison pour laquelle, très longtemps, on avait une concurrence entre le juge administratif, contrôlant la régularité de la mesure, et le JLD, qui intervenait pour vérifier la nécessité de cette mesure. Et puis le législateur est intervenu et la loi du 5 juillet 2011 a mis fin à cette situation inutilement complexe du point de vue des justiciables et a donc unifié le contentieux au profit du JLD et donc de l'autorité judiciaire. L'autre domaine, c'est la question de la rétention des étrangers. Les étrangers peuvent faire l'objet de mesures de rétention administrative, soit le placement en zone d'attente, soit le placement en centre de rétention. Là encore, la mesure est administrative, elle est soumise au contrôle du juge administratif, mais le JLD doit intervenir à intervalles réguliers pour autoriser la prolongation de cette mesure privative de liberté. Donc on voit à nouveau en quoi la fonction de protection de la liberté individuelle reconnue à l'autorité judiciaire va conduire à étendre la compétence de l'autorité judiciaire et à déroger au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Cette première série de considérations étant faite, il faut arriver au deuxième axe. Le deuxième axe, c'est l'idée de l'effectivité, l'effectivité de la garantie de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire. L'idée d'une garantie qui est en quelque sorte à géométrie variable. Il y a en effet distinction à opérer entre des hypothèses dans lesquelles l'autorité judiciaire doit intervenir ab initio. C'est elle qui doit prononcer la mesure privative de liberté, ce qui est la garantie la plus élevée pour protéger la liberté individuelle. Mais il y a également d'autres hypothèses dans lesquelles, bien qu'on dise que l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle, eh bien cela n'implique pas l'intervention initiale de l'autorité judiciaire, et cela va conduire à une intervention en réalité différée de celle-ci, et encore plus différée, si j'ose dire, si on veut se focaliser sur la question des magistrats du siège. Je reprends ces deux séries de considérations. D'abord, il y a des mesures privatives de liberté qui doivent être prises par l'autorité judiciaire. C'est bien sûr le cas de la détention en tant que peine. Seules les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent prononcer des peines privatives de liberté. Cela ressort de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. On sait très bien que les autorités administratives indépendantes notamment peuvent adopter des sanctions, mais sous réserve toutefois que ces sanctions ne portent pas atteinte à la liberté individuelle, ne soient pas privatives de liberté. C'est là une conséquence de l'article 66 de la Constitution. Donc il appartient à l'autorité judiciaire de prononcer la peine, il appartient à l'autorité judiciaire également d'individualiser la peine, et, le cas échéant, d'aménager la peine en cours d'exécution. À côté de cette hypothèse de la privation de liberté en tant que peine, il y a une autre hypothèse de privation de liberté qui va concerner la personne présumée innocente, c'est le placement en détention provisoire. Le placement en détention provisoire, c'est une mesure très grave, puisqu'on prive une personne de sa liberté, elle est placée dans un établissement pénitentiaire, alors qu'elle est encore présumée innocente, elle n'a pas été définitivement jugée, et ce sont des privations de liberté qui peuvent être relativement longues. Trop longues souvent d'ailleurs, puisque la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France à plusieurs reprises en raison d'une durée excessivement longue du placement en détention provisoire. Compte tenu du caractère dangereux, potentiellement dangereux de cette mesure, eh bien, il appartient à un juge spécifique, un juge du siège, le juge des libertés et de la détention,
créée par la loi relative à la présomption d'innocence du 15 juin 2000, de prononcer cette mesure de placement en détention provisoire. Le JLD la prononce et c'est le JLD également qui peut prolonger cette mesure de détention provisoire. Deuxième point dans ce deuxième axe, une garantie relativisée pour d'autres mesures attentatoires à la liberté individuelle. Il s'agit principalement du régime de la garde à vue. Le Conseil constitutionnel considère en effet que si l'article 66 de la Constitution exige que toute privation de liberté soit placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, eh bien il n'impose pas que cette dernière soit saisie préalablement à toute mesure de privation de liberté. C'est là une jurisprudence qui est tout à fait compatible avec celle rendue par la Cour européenne des droits de l'homme, qui exige également, ou qui semble se contenter également, d'une intervention à bref délai de l'autorité judiciaire pour contrôler certaines mesures privatives de liberté. Et c'est typiquement le cas dans l'hypothèse de la garde à vue. La garde à vue est une mesure privative de liberté. Il n'y a pas de doute quant au fait que c'est une atteinte à la liberté individuelle. Elle doit donc être placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Mais placée sous le contrôle, ça ne veut pas dire que c'est l'autorité judiciaire qui la prononce. On sait que c'est un officier de police judiciaire qui prononce le placement en garde à vue et que dans un premier temps, il y a une simple information du procureur de la République. Ce n'est qu'au stade de la prolongation de la garde à vue que va intervenir l'autorité judiciaire. Encore faut-il préciser que l'intervention d'un juge du siège, pleinement indépendant, n'est requise que dans l'hypothèse d'une garde à vue qui irait au-delà de 48 heures, c'est-à-dire dans le cadre d'un régime dérogatoire. La Cour européenne des droits de l'homme semble se satisfaire d'une telle situation, d'un tel délai, sauf circonstances particulières. On peut estimer que 48 heures, c'est un bref délai au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. Je dis 48 heures puisque pour la Cour européenne des droits de l'homme, le procureur n'est pas une autorité judiciaire indépendante. Et donc on ne prend pas en compte l'intervention du procureur de la République. Ce qui d'ailleurs permettait d'ouvrir notre réflexion à la fin du devoir sur la question du statut des magistrats de l'ordre judiciaire du parquet, le statut du parquet, qui fait l'objet d'ailleurs de plusieurs dispositions dans le projet de révision constitutionnelle initié en 2018 par le président de la République. Merci de votre attention.